Bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous sommes très contents d'être avec vous ce soir. Il s'agit d'un cycle de conférences qui est initié par le CROA Pays de la Loire sur le thème, comme vous pouvez le voir, Habiter pour exister, l'architecte, un citoyen militant et engagé. Donc là, on est sur le quatrième volet de ce cycle, où à chaque fois, l'ordre convie un ou des architectes avec un chercheur, une chercheuse ou alors des partenaires de la maîtrise d'ouvrage pour débattre et échanger, ouvrir un peu la boîte noire aussi de ce que l'architecte, quand il s'inscrit sur le plan politique et militant pour faire acte de bâtir, quelles questions ça lui pose, qu'est-ce que ça vient renouveler aussi en termes de pratique, quelles limites et quels bords aussi on vient heurter ou on vient percuter quand on pratique l'architecture de manière militante et engagée. Donc c'est l'objet de ce cycle, et aujourd'hui la conférence va porter sur l'exemple ou le laboratoire de Notre-Dame-des-Landes qui avait été intitulé « Entre préservation et occupation ». Donc avec nous ce soir, nous avons trois intervenants. Il y a Thierry Pacaud, qui est philosophe, ils se présenteront un peu plus dans le détail ensuite. Nous avons ensuite Amélie Alliou, qui est architecte et qui est membre du comité Défendre Habiter sur la ZAN de Notre-Dame-des-Landes, et nous avons Sabine Gutt, qui est enseignante-chercheuse à l'école d'architecture de Nantes. Et donc avec eux, nous allons explorer ce que cette expérience ou ce laboratoire de Notre-Dame-des-Landes vient questionner, et comment ça vient aussi, nous, en tant qu'architectes, nous interroger à la fois sur la manière dont on habite ces territoires-là, comment on prend en compte l'habitabilité de ce territoire et ses transformations, quelle place consacre-t-on aux humains et aux non-humains qui habitent ces milieux-là. Donc ça va être des questions qu'on va se poser ensemble. On va aussi voir comment, en tant qu'architecte, on choisit d'embarquer sur ce type de projet, et quelles questions ça vient nous poser. Et on verra ensemble également comment, depuis une école d'architecture, la question peut être posée d'aller enquêter à Notre-Dame-des-Landes pour en tirer des leçons et puis re-questionner aussi les contours et de l'enseignement, mais aussi de la pratique de l'architecture. Alors ce que je vous propose, c'est on va avoir 3 temps. Donc un premier temps où chacun d'entre vous, vous allez assez succinctement vous présenter, un peu plus dans le détail que ce que je viens de faire, mais en nous expliquant aussi comment cette expérience de Notre-Dame-des-Landes, ou ce laboratoire, on va voir ensemble comment on le qualifie, vous traverse. Comment vous avez rencontré en fait cette question et quelle place, quelle part vous avez pu y jouer. Ensuite, dans un second temps, une fois qu'ils auront fait ça, chacun d'entre eux va expliquer. Donc Thierry nous expliquera comment, en tant que philosophe, on peut se saisir de la notion de l'habiter pour questionner le laboratoire Notre-Dame-des-Landes et qu'est-ce que ça vient dire, discuter, quelles perspectives et quels horizons ça ouvre. Amélie aura la tâche ensuite de nous expliquer depuis ou dans les pas d'une architecte qui a sillonné Notre-Dame-des-Landes et qui y a travaillé en tant qu'architecte, comment elle va nous relater cette expérience-là. Et ensuite, Sabine nous expliquera comment, depuis une école d'architecture en tant qu'enseignante, elle a mené un atelier de projet avec des étudiants de master. Et ensuite, nous engagerons un débat entre les 3 participants, et enfin, on ouvrira le débat à l'Assemblée. Comme ça, tout le monde sait qu'est-ce qui va se passer au menu, pas trop de surprises. On est aussi conscients les uns et les autres qu'il y a un contexte, sur le plan national. Vous n'êtes pas sans avoir entendu les propos récents, et puis on va dire la lutte. Alors peut-on dire urbaine, on ne sait pas sur ce type de territoire, mais qui a eu lieu à Sainte-Soline. Donc ça va être peut-être l'occasion aussi, de reprendre. De situer cette expérience de Notre-Dame-des-Landes dans un contexte plus d'actualité, on va dire, où vous pourrez vous prononcer aussi à la tribune sur ces questions-là si vous le souhaitez, et puis on pourra engager évidemment des discussions à ce sujet. Donc sans plus attendre, je vais céder la parole à nos 3 intervenants. Donc présentez-vous en nous expliquant comment cette histoire de Notre-Dame-des-Landes vous traverse, à quel moment vous la rencontrez et qu'est-ce qu'elle suscite pour vous. Je sais pas, Amélie, si tu veux commencer. Tardivement,
par rapport à tout un tas d'autres personnes. Alors que j'ai passé toute ma vie dans ce territoire entre Couëron, Nantes et maintenant Notre-Dame-des-Landes, je n'en avais pas connaissance. Et c'est par notre premier projet avec le collectif FIL, dont je fais partie aujourd'hui, que j'ai découvert Notre-Dame-des-Landes, à un moment où le premier projet qu'on réalisait, rue Paul-Nizan, a été menacé de disparition par l'institution qui nous avait permis de nous y installer, et où le mot « on va pas faire une ZAD » est arrivé dans le débat. Voilà, je vais pas m'étendre sur cette expérience-là, mais en tout cas c'est à ce moment-là que je rencontre Notre-Dame-des-Landes, et je mets encore quelques années avant d'oser aller plus découvrir ce territoire avec mes deux jambes, et voilà. Et en attendant, je lis beaucoup sur Notre-Dame-des-Landes, j'essaye de comprendre si je suis pour, contre ce projet d'aéroport. Et finalement, j'y mets les pieds en 2017, au moment où le président Macron arrive au pouvoir et commande une médiation pour essayer de déterminer si oui ou non Notre-Dame-des-Landes. Et puis je rentre petit à petit dans ce territoire par les personnes que j'y ai rencontrées, par des balades naturalistes, voilà, je suis un peu embêtée avec mon bagage d'architecte, parce que je me retrouve dans un milieu agricole. Je n'y connais pas grand-chose, je n'y comprends pas grand-chose, et je ne vois pas quel intérêt la ZAD peut avoir de ma présence, en fait. Qu'est-ce que je peux y apporter ? Et heureusement, l'aéroport est abandonné. Et à ce moment-là, ma place d'archi commence à devenir un peu plus palpable dans la défense des habitats autoconstruits et squattés de ce territoire-là. Parce que et la date d'aujourd'hui est assez particulière, parce qu'on est le 11 avril, et le 11 avril il y a 5 ans, c'était la 3e journée d'expulsion militaire de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, organisée par le gouvernement, avec 2500 gendarmes qui arrivent pour détruire les cabanes et éradiquer les zadistes qui n'ont plus leur place sur ce territoire, ne l'ont de leur point de vue jamais eu. Et parce que le territoire doit redevenir un territoire de l'État et un territoire pacifié et comment dire, et tout ce qui vit et ce qui se déploie à cet endroit-là est problématique d'un point de vue du maintien de l'ordre. Je ne fais que citer le gouvernement. Je ne suis absolument pas d'accord avec tout ça, mais voilà. Et du coup là on se retrouve 5 ans après cette période vraiment charnière, et que beaucoup ont déjà oublié, de décider de faire venir 2500 gendarmes pour faire partir des personnes qui habitent et qui prennent soin d'un territoire et qui l'ont défendu pendant des années d'un projet mortifère. Tu peux passer le micro à Sabine, et ensuite Thierry, comme ça tu pourras directement aussi, après ta présentation, enchaîner. Alors, moi j'interviens ici plutôt en tant que architecte, certes, mais enseignante à l'école d'architecture de Nantes. Et j'ai été invitée donc pour parler d'une aventure pédagogique qui s'est tissée. Alors c'est dans un moment assez serré, entre février 2020 et février 2021, sur la base de 3 workshops d'une semaine à chaque fois, et à 6 mois d'intervalle, et avec entre 2 entités. D'une part donc un enseignement, un atelier de master en fait qui s'appelle Territoire hypothétique, que je coordonne, et qui regroupe des étudiants de 3 écoles, l'école d'architecture, l'Institut de géographie et d'aménagement de l'Université de Nantes, l'IGARIN, et la fac de droit Sciences Po. Et d'autre part, la commission habitat de la ZAD, Notre-Dame-des-Landes. Et c'est à la fois une aventure pédagogique que je vais raconter, mais je vais aussi un peu parler d'une aventure éditoriale. Et je pense qu'elle est assez importante parce que on a eu envie à un moment donné, après ces 3 sessions, de revenir sur ce que cette expérience avait produit, enfin donc de part et d'autre, à la fois
Donc chez nous, enseignants, étudiants, mais aussi avec les personnes qui nous ont accompagnés depuis la ZAD. Et donc on a fait un petit temps une sorte de résidence d'écriture et de mise en page à la ZAD, à trois personnes. Donc une des étudiantes qui nous avait accompagnés sur une des sessions, Elsa Goujon, Thibault Labat qui est architecte et qui vit sur la ZAD et qui a endossé le rôle un rôle d'enseignant pour l'occasion, et moi-même. Et donc c'est la petite brochure qui est à l'entrée que vous avez peut-être vue. Et c'est important, j'avais envie de dire que c'est aussi une aventure éditoriale parce que pour nous ça a compté ce retour sur expérience. Et c'est comme ça aussi que je peux plus facilement en parler aujourd'hui parce qu'on a pensé un peu ensemble aussi qu'est-ce que ça nous avait fait. Donc je vais parler en mon nom, mais aussi à partir d'une construction, d'une réflexion. Et il y a évidemment 88 étudiants qui sont passés par là, qui ont été traversés aussi par cette expérience. Et puis tout le voisinage, alors 3 autres enseignants aussi d'ailleurs, je vais les citer, Petra Marguy, Frédéric Barbe et Dorothée Guénaud, les membres de la commission Habitat avec lesquels certains desquels on a travaillé, et puis de nombreux habitants qui nous ont accueillis, qui ont logé des étudiants, etc. Donc il y a vraiment cette sorte de convergence comme ça d'expérience. Et voilà, donc j'expliquerai peut-être plus tard ce que ça nous a fait. Oui, alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi j'ai été contacté, je ne me souviens plus du tout par qui, pour signer une pétition contre l'extension de l'aéroport. Et ce que j'ai fait, évidemment, à ce moment-là. Et puis, j'ai commencé à suivre de près ce combat avec mon ami Gilles Clément, entre autres. Et puis, je suis lexicographe chez Larousse par ailleurs, et donc j'ai proposé le mot ZAD et le mot zadiste, et ça a été refusé. Mais quelques temps plus tard, le Robert les a inscrits dans le dictionnaire, donc j'ai pu dire, il faut le faire, le Robert l'a fait. Et du coup, ils l'ont fait. C'est comme ça que des fois les mots rentrent dans les dictionnaires. C'est grâce aux concurrents qui l'avaient mis. Donc, le jeu de mots m'avait tout de suite plu, parce qu'à ce moment-là, je travaillais pas mal sur ce qu'on a appelé les grands projets inutiles. Et j'ai même écrit un livre entier là-dessus qui s'appelle « Désastres urbains, les villes meurent aussi », où je prenais comme exemple, entre autres, les aéroports, puisque à l'échelle planétaire, à cette époque-là, 17 000 aéroports envisageaient d'augmenter leur capacité d'accueil, c'est-à-dire aller créer une piste d'atterrissage de plus, etc., etc. Donc je me suis dit, là on vient dans un monde totalement fou. C'était avant qu'on commence à calculer l'empreinte carbone précise des vols aériens. Mais c'était le principe du tourisme massifié, des allers-retours bradés, etc., que je voulais contester. Et donc, j'avais à la fois une conviction de regarder attentivement ce qui s'y déroulait à Notre-Dame-des-Landes comme lutte environnementale, mais plus encore comme lutte politique. C'est-à-dire pas seulement un bon exemple, entre guillemets, d'une opposition face à un projet qui était déraisonnable, mais en plus, il y avait là une démarche politique. Et comme ça vient d'être dit, la police était présente, donc il y avait aussi une violence d'État. Tu parlais des bassines tout à l'heure, mais c'est une évidence, on l'a bien vu, c'est pas une police de maintien de l'ordre, c'est une police d'état de guerre. Donc c'est tout à fait un autre cas de figure. Là, ils arrivent massivement, déjà là, à l'époque, c'était quand même assez impressionnant. Et donc ça, pour moi, compte tenu de ma trajectoire politique et militante, c'était inacceptable. Donc ce combat était, à mes yeux, exemplaire. Le mot laboratoire me plaît bien maintenant, mais à l'époque, je disais plutôt exemplaire, c'est-à-dire que c'était quelque chose qu'il fallait absolument développer. Et puis, ça a fait des petits, donc heureusement, c'est bien, il y a eu d'autres zadettes, ou petites zades, qui se sont mis en place ici ou là, contre le projet d'une rocade à Strasbourg, par exemple. Et puis, je suis dans le comité de soutien, qu'on appelle ça,
d'appui de la doctorante qui fait, pour l'université de Mons, qui fait cette thèse sur quelques autres ZAD qui, certaines d'entre elles, ont déjà disparu, mais au moins ont eu le mérite d'exister quelques mois et puis de connaître les mêmes difficultés qui, là, ici, sont devenues non pas des difficultés, mais des atouts. Donc cette démarche-là m'a beaucoup plu. Et dans le titre qui est derrière moi, il y a cette idée de préservation d'un côté et d'occupation de l'autre m'intéresse beaucoup parce que je crois énormément à la puissance de l'exemple pour toute forme d'émancipation. Et donc, quand on fait, on peut convaincre davantage que quand on ne fait pas, évidemment. Et ça m'a... Bon, il se trouve que j'écris plusieurs livres sur les utopies, et en particulier sur les utopies pratiquées aux États-Unis au XIXe siècle, les colonies phalanstériennes, etc. Et donc j'avais compris à quel point une utopie en acte avait beaucoup plus de poids qu'un texte écrit, même si ce texte était très très bien organisé, facile à lire, avec beaucoup d'arguments, etc. Donc moi j'ai tout de suite compris cette ZAD comme une utopie en acte. Donc ça me plaisait bien. Évidemment, nonobstant le fait qu'elle ne se présentait pas nécessairement comme ça, et que le mot utopie est chargé de plein de connotations qu'il fallait évidemment gommer en même temps ou analyser. Donc, préservation, c'est un mot de mon vocabulaire parce que j'ai beaucoup travaillé j'ai publié plusieurs livres sur les écologistes, je mets le mot entre guillemets, puisqu'il n'existait pas à l'époque, nord-américains comme Emerson, Thoreau, Burroughs, etc. Donc John Muir, et John Muir était le fondateur de ce qu'on a appelé le préservationnisme, qui s'opposait à ce qu'on a appelé le protectionnisme. Donc, en particulier pour les forêts nord-américaines. Le préservationnisme, c'est quand on préserve un morceau de nature sans y intervenir. Le protectionnisme, c'est quand on protège une forêt, par exemple, mais on n'hésite pas à couper des arbres si on en a besoin. Mais si on coupe ces arbres, on en remplante. Vous voyez, donc il y a toujours un souci environnemental, mais c'est pas pareil. Donc le préservationnisme m'intéressait beaucoup, et je trouvais que c'était une bonne idée que, par le biais de Notre-Dame-des-Landes, l'idée puisse faire son chemin en France, où on a eu une autre histoire des parcs naturels en France qu'aux États-Unis. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de comparer. Donc comme je ne connaissais pas du tout la région, enfin je connais évidemment comme tout le monde le Muscadet, mais je ne connaissais pas Nantes, et donc par conséquent mon approche est tout de suite plus ouverte, si vous voulez, à d'autres expérimentations, d'autres formes de contestation et d'occupation. Mais c'est une occupation qui est, pour moi, expérimentale, c'est-à-dire qu'il s'y passe des choses. Alors, j'ai lu la plupart des livres que tu viens d'amener, là, qui sont là, plus un autre qui est celui de Geneviève Pruvot. Ça s'écrit Pruvost, mais je crois qu'on dit Pruvot, enfin bon. Et qui a fait plusieurs études sociologiques, en tant que sociologue, sur les gens qui venaient spontanément, individuellement, ou en couple, ou à 3 ou 4, sur le site, et qui s'y installaient plus ou moins longtemps. Et donc elle les questionnait, elle voulait savoir pourquoi ils étaient venus, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Et ce que j'en ai conclu, c'est qu'il n'y avait pas de sadiste type. Donc ça, c'est un point aussi très important, parce que je crois que la force de tous les mouvements de contestation, c'est la diversité. Et donc, plus on homogénise un mouvement, ou bien alors on fédère plusieurs ZAD, et ça, plus je crois que c'est mal parti. Et plus au contraire, une ZAD peut montrer sa diversité dans les formes architecturales, dans les modes de réemploi, de récupération, dans l'organisation le partage de la vie quotidienne, la vaisselle, mettre la table, éplucher les légumes, etc., et partager l'ensemble de tout ça me semble essentiel, et je les trouvais en écho à mes propres études de colonies phalanstériennes nord-américaines du XIXe siècle, sur lesquelles on n'a que des témoignages écrits, évidemment, on ne peut pas interroger des survivants qui avaient été. Donc voilà en gros, pour aller très très vite, ce qui m'intéressait. Alors maintenant, pour le deuxième volet, c'est-à-dire le mini-exposé, pour vous laisser la parole et puis ensuite qu'on dialogue tous, eh bien, ce qui m'intéresse, évidemment, j'aime pas dire ça parce que je trouve ça un peu cucu de dire en tant que philosophe, parce que
Vous n'allez pas dire en tant qu'architecte, on est tous philosophes. Hein. Platon n'a pas fait normal sup. Il faut le savoir, ça le rassure. Il n'a pas la grecque de philo, mais il est philosophe. Et donc, en tant que philosophe, j'observe ce qu'habiter veut dire et ce qu'exister veut dire. Donc je vais m'arrêter sur ces deux mots-là quelques instants. Le verbe habiter est un verbe qui n'existait pas dans le vocabulaire des architectes, des urbanistes, des paysagistes, etc., même des philosophes, avant la traduction en français d'une conférence de Martin Heidegger en 1951 à Darmstadt, qui s'appelle « Bâtir, habiter, penser », sans virgule entre les trois verbes, puisqu'il saisit ces trois actions, bâtir, habiter, penser, en même temps, sans les hiérarchiser. Et d'autre part, évidemment, il nous précise que, étymologiquement, en langue allemande, il y a une parenté entre ces trois verbes, ce qui n'est pas le cas du français. Donc nous sommes en 1951, l'Allemagne est détruite, les grandes villes ont été bombardées massivement, même si la guerre était finie, les Alliés ont largué les bombes, des villes ont été détruites à 80%, parfois c'était considérable. Et donc en 1951, il y a une crise du logement, les grands appartements sont réquisitionnés, il y a des campements de toile pour loger les Allemands après la guerre. Et Heidegger dit il n'y a pas de crise du logement. Alors là, j'imagine qu'il y a un brouhaha dans la salle, donc il rectifie sa conférence. Il dit oui, bien sûr, il manque des logements, mais c'est pas ça que je voulais dire. Il y a une crise de l'habiter. Nous ne savons plus habiter la terre, dit Heidegger en 1951. Et il dit, et ceci ne date pas de la guerre, ni de la première guerre, qui était aussi une vraie boucherie, mais de bien avant. Alors il n'a pas le vocabulaire que je vais utiliser maintenant, mais il va dire, ça date du moment où le machinisme commence à l'emporter sur l'activité autonome, artisanale et paysanne des humains. Pour le dire autrement, c'est le productivisme ou ce qu'on appelait, quand j'étais lycéen, mais maintenant on n'utilise plus cette expression, la révolution industrielle. Avant on disait ça. Maintenant, tous les historiens ont cassé cette notion, elle ne veut rien dire, donc on ne l'utilise plus du tout. Donc on parle plutôt d'industrialisation, éventuellement, c'est-à-dire d'un processus assez long, et non pas une révolution qui est un processus court. Et puis, surtout, on parle de productivisme, c'est-à-dire d'un autre rapport au temps. Un autre rapport au temps qui permet la rentabilité, la productivité et l'efficacité. Et donc c'est pour ça qu'un grand historien américain, Lewis Mumford, considère que l'origine de ce qu'on a appelé l'industrialisation, c'est l'horloge mécanique et sa diffusion sur l'ensemble du continent européen par les cisterciens qui ont des abbayes depuis le Portugal jusqu'à la Hongrie. Donc c'est vraiment ce rapport au temps, c'est quelque chose de très important, je pense que vous en parlerez aussi sur place. Notre existence à chacun d'entre nous, elle est à la fois située, c'est-à-dire localisée, mais elle est aussi temporalisée. Ça, c'est une autre phrase de Heidegger, qui est très controversée, du reste, cette phrase. Beaucoup la trouvent horriblement pessimiste. Il dit « L'être humain est un être jeté pour la mort ». Il n'a pas tort. Dès qu'on vient au monde, le compte à rebours fatal est déclenché et on va mourir. Le transhumanisme essaie d'éviter cette fin tragique, mais c'est la nôtre. Et donc c'est dans ce rapport philosophique que Heidegger réfléchit sur bâtir, habiter, penser. Et il considère que l'habitation, il l'écrit avec un H majuscule, c'est des coquetteries un peu jargonneuses qu'on peut lui reprocher, l'habitation, c'est le propre de l'humain. Certes, il y a des ruches, il y a des nids, il y a des terriers, des animaux peuvent avoir un habitat, mais la qualité de cet habitat, ce qu'on appelle l'habitabilité, comme Pauline l'a mentionné tout à l'heure, ça c'est fondamentalement humain. Et donc, chez Heidegger, on habite avant tout son existence, avant d'habiter un lieu. C'est là la petite limite que j'ai avec des amis architectes ou paysagistes qui disent voilà, il faut habiter en hauteur, il faut habiter la rivière, il faut... Non, habiter c'est une dimension existentielle. Dans un de mes livres qui est consacré à cette notion, je la définis je définis habiter, wohnen en allemand. En français, je dis habiter, c'est être présent au monde et à autrui, en un seul mot. Bon, je ne vais pas décomposer ça maintenant parce qu'on ne sera pas couché, mais donc c'est être présent au monde et à autrui. Et à partir de là, cette dimension existentielle de l'habiter est en écho avec exister.
Exister est un verbe qu'on ne trouve pas chez les Grecs, qu'on trouve en latin, existere, se mettre au-devant de soi. Et donc là, on voit bien que l'existentialisme de Sartre, par exemple, est construit sur la notion de projet. C'est presque le même sens de mot, hein, se projeter. Et c'est amusant parce qu'en architecture et en urbanisme, le projet, c'est un mot hyper répandu, comme vous le savez, mais pas dans le même sens que Sartre, bien sûr. Donc, ça m'intéressait aussi de voir comment exister, se mettre au devant de soi, c'était d'une certaine manière anticiper son devenir et être dans ce que les philosophes appellent l'advenir. Car en philosophie, la notion de futur n'a pas grand sens. Par contre, quelque chose advient. Et ce quelque chose qui advient peut être le résultat d'une colère, d'une opposition, d'une contestation. Et donc pour moi, la ZAD, c'est quelque chose qui est advenu, mais qui connaît maintenant des transformations, des changements. Mais il faut y être très attentif parce que ça montre à quel point il y a une action et une rétroaction des humains sur leur propre environnement. Donc, habiter, j'en ai fait ensuite l'historique pour savoir qui en France l'avait fait pénétrer dans les écoles d'architecture. C'est des psychologues qu'on a totalement oubliés. Jacqueline Palman, enfin je vous donne des noms, ça ne sert à rien, on ne les connaît pas. Malheureusement, c'était dans la fin des années 50, début des années 60. Le texte de Heidegger est traduit en français en 58, dans un recueil qui s'appelle Essais et conférences. Et un des premiers philosophes un peu connus, qui s'appelle Henri Lefebvre, qui va utiliser le verbe habiter dans la préface d'un ouvrage sur les pavillonnaires, qui sera publié en 1966, va dire, ben voilà, l'être humain, sa vocation, sa mission, c'est non pas de produire, non pas de consommer, c'est d'habiter. C'est-à-dire d'habiter poétiquement la terre. Et là, il fait référence à un autre texte de Heidegger, qui est un commentaire que Heidegger fait d'un poème de Hölderlin. L'homme habite en poète. Et Henri Lefebvre, pour la petite histoire, a eu connaissance de cet article, Bâtir, habiter, penser, par son ami Kostas Axelos, qui a écrit un très grand livre qui s'appelle Marx, pension de la technique, et qu'il avait connu à la revue Argument. Enfin, je donne ça pour montrer des filiations, si vous voulez. La revue Argument est dirigée et fondée par Anne Carmerin et Jean Duvigneau. Vous voyez, je vous montre ça pour qu'on voit bien à quel point Kitt est derrière ces idées-là. Et puis, il y a un jeune étudiant en architecture aux Beaux-Arts qui s'appelle Hubert Tonka, qui va dire « Ah, il faut absolument qu'on travaille sur cette notion d'habiter ». Et puis, il est un peu désemparé parce qu'il y a un autre philosophe, mais qui n'est pas du tout heideggerien, qui est même opposé, qui s'appelle Gaston Bachelard, qui, quelques années auparavant, en 1957, publie La poétique de l'espace, remarquable texte dans lequel il explique que chacun d'entre nous doit au mieux réussir à habiter son territoire et son histoire. Là on retrouve les temporalités et les territorialités. Et puis ensuite, je vais très vite, hein, parce que j'arrive à un autre qui est un de mes chouchous, qui s'appelle Ivan Illich, et que j'ai eu la chance de très bien connaître. Et Ivan Illich va être chargé par le RIBA, enfin l'Institut royal des architectes britanniques, de faire le discours des 150 ans de cette institution, en 1984. Et sa contribution s'appelle « L'art d'habiter ». Ça a été réédité, c'est un accès libre, sur le site de la revue Topophile. Et dans L'art d'habiter, Ivan Illich explique que tout être humain n'habite pas nécessairement la Terre parce qu'il n'habite pas nécessairement sa vie. Parce que ce n'est pas facile d'habiter. Il dit, l'architecte n'y peut rien, l'urbaniste n'y peut rien. C'est à chacun de réussir à inscrire les éléments de sa vie quotidienne dans le paysage. Donc vous voyez que c'est vraiment une affaire personnelle. Mais souvent, cette affaire personnelle est déclenchée par quelque chose qui peut être une réaction. Et je crois que, je n'ai pas fait d'enquête, mais je crois que les zadistes, justement, ont eu ce déclic par l'occupation de ce territoire, par le fait d'essayer d'y inventer quelque chose, d'habiter, c'est-à-dire de laisser la marque de leur passage terrestre sur ce paysage-là particulier, qui n'a pas été démoli par un projet absurde d'aéroport. Donc on voit bien comment il y a ce lien entre
habiter et exister. Et que c'est quelque chose qui n'est pas si facile, parce que dans notre société urbaine, à l'échelle planétaire, nous avons été tous finalement mis à l'écart de ce qui fait notre vie. On s'en rend compte chacun. Pour se soigner, c'est l'hôpital et le médecin. Pour apprendre, c'est l'école. Pour se déplacer, c'est le transport en commun, etc. Donc on a été séparés de ce qui faisait le tissu fondamental de notre rapport au lieu et à la nature. Donc du coup, Ivan Illich, dans ce texte-là, L'Art d'habiter, explique ce qui est très très dur à admettre, que les êtres humains maintenant sont logés, ce sont des logés. Ils sont des logés dans des garages. Il appelle les maisons, les immeubles, des garages. Évidemment, des garages qui ont l'électricité, l'eau, tout ça, bon, mais finalement, c'est pas beaucoup mieux que pour la bagnole. Et donc, par conséquent, il explique dans cette conférence magnifique à quel point il faut subvertir le système dominant qui nous rend dépendants du marché. Dépendant du marché, parce que précisément pour être logé, il faut acheter un logement ou il faut le louer, donc ça passe par le marché. On ne peut plus autoconstruire sa réalisation, sa maison, c'est très très mal vu, c'est même interdit. On ne peut pas être en dehors du système social, sinon on n'est pas remboursé, sinon on ne peut pas aller à l'hôpital, etc. Donc on voit bien que on est d'une certaine manière totalement prisonnier d'un système, mais on est prisonnier d'un système volontairement. C'est un peu une sorte de servitude volontaire, si vous voulez. On devient des consommateurs qui sont consommés, et puis voilà, ils sont contents, mais ils n'habitent pas, nous n'habitons pas. Donc il nous faut faire une sorte de sursaut existentiel, nous dit Illich, et il nous faut prendre en main notre propre destin, c'est-à-dire de devenir de plus en plus autonome. Donc le réemploi, la réutilisation, l'expérimentation, etc., tout ça va dans le bon sens pour Ivan Illich. C'est ce qu'il appelle les valeurs vernaculaires. Et ces valeurs vernaculaires constituent un commun. Bon, là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de tous ces mots qui sont excessivement importants chez Illich et qui n'ont pas le même sens que bien souvent on peut le trouver dans la presse aujourd'hui. Le commun, ce n'est pas un bien public, c'est tout à fait autre chose. Les communaux, c'est autre chose. Et donc, pour Ivan Illich, le combat par rapport à un système technique aussi sophistiqué que le nôtre, numérisé dorénavant, ne permet pas autre chose que des ZAD. Il n'écrit pas ça comme ça, mais c'est comme ça que je le lis. C'est-à-dire que faire ? C'est pas joyeux ce que je vous raconte. Que faire ? On est tellement broyé par ce système que la seule solution, c'est de zader. C'est-à-dire, c'est là où on est, d'essayer de trouver, d'inventer quelque chose qui peut nous permettre à chacune et chacun d'être soi-même. Et donc, il le dit autrement, il met en valeur suprême l'amitié, la philia. Voilà. Vous savez, peut-être il y a 9 termes grecs pour dire amour, dont philia. Lui, c'est son préféré. D'autres, c'est Eros, d'autres, c'est Agapé, d'autres, c'est un peu importe. Donc, c'est fondamentalement la philia. Et cette amitié, c'est quelque chose qui se cultive en permanence. Et pour que cette amitié puisse se cultiver, il faut qu'on cultive aussi les temporalités de cette relation amicale. Ça existe du temps. On n'est pas amis comme ça, on n'a pas 3 milliards d'amis sur Facebook, ça n'existe pas. Ça. L'amitié, c'est très exigeant. Et une rupture amicale est souvent aussi dramatique, sinon plus qu'un divorce. C'est quelque chose de terrible. Et donc, c'est par l'amitié que tous ces liens qu'on va pouvoir établir lors d'une occupation, lors d'un mouvement politique, vont pouvoir exalter finalement la condition humaine. Voilà. Bon, je pourrais continuer, mais je m'arrête ou... Pour l'instant, tu vas reprendre ensuite. Donc, merci Thierry. Donc, tu nous dis que la seule solution, c'est de zader à ce stade de la discussion de ce soir. Donc, allons voir ce que c'est en tant qu'architecte d'accompagner en tout cas ce mouvement de la ZAD. Et donc, Amélie, on va te suivre
dans cette aventure dont tu vas nous témoigner, et puis en tant qu'architecte aussi nous exposer un peu les différentes questions qui ont pu te traverser à cette occasion et ces occasions que tu as rencontrées sur la ZAD aussi, de pratiquer l'architecture parfois un peu autrement. Oui, quand on préparait cette intervention, on a pas mal... une des choses qui est ressortie, c'était la question de comment respecter la déontologie de l'architecte quand on se met dans des espaces tels que la ZAD qui paraissent hors du cadre et comment... voilà. Et donc, ça, c'est assez fondamental. Et l'idée là, c'était de partager l'expérience qui m'est personnelle, mais qui est aussi collective parce qu'elle est liée à l'agence dans laquelle j'évolue, qui est l'Atelier Fil, qui est une agence qui a une dizaine d'années et dans laquelle je fais à la fois partie des associés, etc. D'ailleurs, certaines sont là ce soir aussi. Et du coup, c'est une aventure collective de se poser cette question de comment, en tant qu'archi, venir en complicité des zadistes et de ce territoire. Et on a du coup travaillé différents sujets. Des fois, j'y suis allée plutôt moi et pas forcément avec besoin d'avoir la casquette architecte parce que on n'en a pas besoin tout le temps. Par contre, les compétences qu'on acquiert grâce à la pratique de l'architecture et nos enseignements nous permettent d'accompagner des luttes telles que celle de la ZAD. Et moi, ma première grosse expérience, ça a été de combattre le PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal, qui allait remplacer le PLU existant au moment de l'abandon de l'aéroport. Donc il faut imaginer, depuis des années, il y avait une espèce de grosse patate grise à la place de l'aéroport. Donc c'est une zone aéroportuaire, point final. Il ne pouvait rien s'y passer d'autre. Et puis, d'un coup de baguette magique administrative, en moins de temps qu'il en faut pour le dire, cette grosse patate, elle a disparu et elle est devenue une espèce d'amas verdâtre un peu étrange qui s'appelait zone agricole et naturelle. Voilà. Et donc, en un claquement de doigts, toute l'existence de cette ZAD a disparu des documents d'urbanisme et a été remplacée par quelque chose qui ne correspondait pas au territoire réel, habité, dont on prenait soin, etc. Et donc, j'ai participé à l'écriture d'une proposition de PLUI qui prendrait en considération l'histoire de ce territoire. Donc, ça nous a pris quelques mois. J'avais jamais écrit de PLU, j'en avais lu, j'en avais souffert à différents moments dans ma pratique d'archi. Donc là, ça a été autant de souffrance, mais aussi de l'exaltation. Comment on raconte dans un document administratif un territoire qui est aussi complexe, en plus à une échelle de PLUI, donc quelque chose qui n'est pas encore très maîtrisé, qui essaie de mettre ensemble la Chapelle-sur-Erdre et Fête-Bretagne, qui n'ont rien à voir. Enfin, donc voilà, on a fait ça, on a écrit cette contribution, on a arrosé toutes les administrations avec notre document, qui n'a malheureusement pas reçu d'écho. Voilà, première expérience. Une autre expérience a été donc ils n'ont pas accepté notre PLUI, mais ils en ont quand même pondu un. Voilà, malgré les commentaires des rapporteurs et rapporteuses de l'enquête publique qui montraient bien que le PLU les PLUI tels qu'il était écrit, le diagnostic était incomplet, que ce PLUI était quand même assez léger par rapport à la richesse de l'histoire de ce territoire et que ça aurait été bien que les élus se saisissent de l'opportunité pour écrire vraiment quelque chose de plus réaliste par rapport à ce territoire. Mais bon, comme c'est un avis, c'est resté à l'état d'avis. Donc dans la suite de ça, on a déposé un recours contre le nouveau PLUI. Donc là encore, le fait d'être archi a pu amener l'argumentaire, etc., avec des juristes. Voilà, et en autre expérience, il y a eu... donc le PLU qu'on n'aimait pas est accepté. Donc la zone devient une zone agricole et naturelle comme n'importe quelle autre zone agricole et naturelle. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les zones agricoles et naturelles dans les PLUI, c'est pas très vivant. Il se passe la place de
la vie des humains et des humaines est quand même assez oubliée. La place des non-humains et non-humaines est aussi assez oubliée, parce que en fait, on peut faire des compensations, on peut enlever de la nature, bon, c'est encore un autre sujet, mais d'un endroit et puis la mettre à un autre, et puis on met tout en vert. Ça, c'est assez incroyable, ces zones vertes, alors qu'on est sur de l'agriculture intensive, absolument affreuse, où il n'y a pas un gramme de vie là-dedans. Enfin, voilà, on met en plus des imaginaires qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais qu'on nous fait rentrer, donc on s'en rend même pas compte. Enfin, moi, cette expérience-là m'a permis de me rendre compte, encore une fois, de l'absurdité et de la distance en fait qu'il y a entre les territoires et les documents qui les administrent. Donc ça m'a posé plein de questions, mais qui n'ont pas encore toutes des réponses. Voilà. Et donc on se retrouve avec ce PLU pas très intéressant, et il y a une pression qui est mise sur les habitantes de Notre-Dame-des-Landes, de la Z, pour régulariser les constructions qui ont eu lieu pendant toutes ces années où l'État n'était pas présent, parce que les affreux zadistes empêchaient l'État de faire son travail. Et donc il y a eu une pression pour déposer des permis, régulariser les bâtiments construits pendant la lutte. Et c'est là aussi que, en tant qu'archi, on s'est questionné sur comment on peut accompagner, parce que, j'ai l'impression que vous êtes un peu architecte dans la salle, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas architectes, mais un permis de construire, non, c'est quand même un sacré travail à faire. Faut savoir dessiner, il faut savoir lire des documents qui sont quand même pas faits pour être lus, il faut mettre les trucs dans les bonnes cases, bien tout cocher, enfin voilà, c'est une vraie compétence. Et moi, bon, après, on va me dire que je suis un peu complotiste, mais j'ai l'impression que l'administration, elle a tenté ce truc-là, en fait, tiens, on n'a pas réussi à vous coincer, on n'a pas réussi à vous expulser, on n'a pas réussi à empêcher que l'aéroport ne se fasse pas, etc. Du coup, on va se lancer dans un truc plutôt je vais utiliser le mot répression administrative, d'autres diront de l'embêtement administratif, mais je crois quand même qu'on est plutôt sur un registre de répression. Et comme vous êtes des zadistes, vous n'êtes pas des archis, donc vous ne savez pas faire, donc on va vous avoir par ce côté-là, quoi. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai compris, moi, ce que je pouvais apporter aussi dans cette ZAD, parce que j'étais pas encore hyper sûre de moi sur ma question du militantisme. J'avais beaucoup à apprendre. Sur la paysannerie, bon, j'y connaissais rien. Construire des trucs, bon, un peu, mais bon, je suis quand même archi, donc plutôt je conçois, mais construire, c'est quand même une autre histoire. Donc, voilà, c'est par là que je suis rentrée en résistance, en fait, face aux institutions, en accompagnant les permis de construire. Et c'est là que la question de la déontologie s'est posée, c'est-à-dire, est-ce qu'en fait on peut régulariser des bâtiments qui ont été construits de manière interdite, en tout cas non autorisée. Donc le travail qu'on a mené avec Phil aussi, avec du coup les associés, ça a été d'aller voir l'ordre des architectes et de discuter voilà. En fait, est-ce que vous avez déjà eu cette question-là? Est-ce que vous avez déjà eu à régulariser des bâtiments? Comment l'architecte a un rôle là-dedans ou pas? Quel est le risque pour les uns, les unes et les autres, le risque pour les archis, le risque pour les personnes pour lesquelles les archis travaillent, et voilà comment on répond en fait à une injonction d'une institution qui dit régularisez-vous quand on découvre que le droit ne permet pas la régularisation. Bon, voilà, c'est pas mal. Et que l'institution en face, on a beau lui dire, elle dit non mais si, régularisez. Ah oui, mais il n'y a pas de case régularisée dans le CERFA, il n'y a rien en fait. Donc là, on se retrouve dans ce vide juridique qu'on comprend au bout d'un moment, parce qu'on se dit, si on autorisait la régularisation de manière générale, plus personne déposerait des permis avant de construire. On construirait puis on régulariserait après. Donc on voit bien, ça permet en tout cas, je trouve, de comprendre les logiques politiques qui sont derrière les administrations. Et voilà, et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? La réponse a été, on ne peut pas, en tant qu'architecte, régulariser des bâtiments déjà existants. Donc en fait, c'est pas à cet endroit-là qu'on va pouvoir se placer en tant qu'archi. Par contre, en tant que personne qui sait concevoir et qui sait dessiner, etc., on peut peut-être transmettre, en termes d'éducation populaire, la capacité de dessiner. Et de dessiner comme il faut pour les administrations.
parce que les gens en fait ils dessinent sans nous. Il y a pas, voilà. Ça aussi, c'était pas du tout une découverte pour moi, mais en tout cas, ça a permis de se reposer la question de comment on transmet tous les outils dont les archis disposent, et qui sont en fait des outils, moi qui me paraissent, et pour Phil c'est pareil, des outils que tout le monde devrait pouvoir manipuler. Parce que, comme tu le disais, habiter, c'est le premier truc qu'on doit faire, quoi, qu'on a besoin. Donc voilà, donc c'est plutôt passé par faire dessiner par d'autres, faire déposer par d'autres, tous les permis de choses qui avaient déjà été construites, et dans lesquelles nous, on ne pouvait pas intervenir. Et du coup, c'est arriver à ça, et finalement à reprendre la possibilité de construire et d'autoriser la construction par les personnes mêmes qui vont y aller. Et le seul endroit où on est venu, nous, intervenir, c'était sur les permis de reconstruction. Donc les permis de reconstruction, c'est des permis qu'on fait quand une catastrophe, et donc là on n'est pas sur une catastrophe naturelle, on est sur une catastrophe militaire de destruction de bâtiments. Quand il n'y a plus de bâtiments, mais qu'il y a toujours le droit à construire parce qu'on est dans les 10 ans, ça c'est un article du Code de l'urbanisme, on peut du coup reconstruire à l'identique les bâtiments. Et ça, c'est une décision que les zadistes ont pris sur les endroits où il n'y avait pas encore de bâtiments autoconstruits. Et du coup, on a pu accompagner à ce moment-là, en tant qu'archi, réellement. Voilà. Et donc complètement dans la déontologie et complètement dans un cadre qui est légal et dans lequel on peut s'inscrire. Et j'invite tous les archis du coin à venir travailler cette question-là de la reconstruction post mauvaise décision administrative, quoi. Voilà, les gens, l'administration veut faire un aéroport, elle rase tout pendant 50 ans. On peut venir nous aider à ce moment-là à la reconstruction du monde qui a été effacé. Voilà. Et le deuxième truc qu'on avait pu travailler, c'est comment on fait pour travailler pour des gens qui n'ont pas un radis, quoi, qui n'ont pas d'argent et qui vivent dans des modèles, tu l'as aussi souligné, des modèles autres que le modèle du marché. Et est-ce que c'est possible en tant qu'architecte? Parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à se dire faut être payé pour ce qu'on fait, c'est important, il faut qu'on soit payé au bon prix parce que c'est du travail, et en effet c'est du travail. Mais les zadistes, ils passent leur vie à travailler aussi, mais dans un autre modèle. Et donc là, on a aussi trouvé cette possibilité qui existe, qui s'appelle le pro bono, et qui est une manière juridique de contractualiser un travail dans lequel il n'y a pas de rémunération, l'échange n'est pas un échange rémunéré. Voilà. Et donc ça existe. Donc on a écrit la clause avec l'ordre des archis, avec les juristes de l'ordre des archis. Donc pareil, on vous invite, si à un moment vous ne savez pas comment filer la main à des gens qui n'ont pas de sous, vous pouvez mettre ça dans la clause de contrat et vous serez assuré, tous les trucs qu'on doit à nos clients pour les protéger aussi, et on peut le faire avec ce système-là. Je vais m'arrêter là. On prendra les questions ensuite. Donc Sabine, la parole est à toi pour nous expliquer aussi comment, en tant qu'enseignante, tu as porté une pédagogie orientée vers ce laboratoire qu'est Notre-Dame-des-Landes, et quelles leçons aussi on en tire, qu'est-ce qui s'y passe sur le plan pédagogique, comment toi, tu l'as pas tout à fait dit dans l'introduction en fait. Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'enseignante, on s'intéresse à ces questions-là? Qu'est-ce qu'on va y trouver et qu'est-ce qu'on y cherche quand on arpente le territoire avec des étudiants? Et ensuite, quelles leçons on en tire? Merci. Oui, alors c'est vrai que j'ai pas vraiment expliqué qu'est-ce que moi je cherchais à faire en amenant des étudiants en architecture et en urbanisme à la ZAD. Et juste après l'abandon du projet de transfert de l'aéroport d'ailleurs, et quel sens avait ce travail en commun et pourquoi le rendre public, etc. Donc effectivement, je vais un petit peu commencer par expliciter ce point de départ. En fait, donc l'atelier territoire hypothétique, depuis plusieurs années, avant donc de travailler avec la ZAD, le temps d'une semaine, amène des étudiants de ces 3 formations
à se placer en prise directe avec un territoire. C'est l'idée d'explorer, d'inventer des outils et des méthodes au service d'une sorte d'urbanisme de terrain. Vous êtes vraiment en contact avec le terrain, et l'idée c'est d'avoir une sorte de vision prospective et en même temps une expérience très concrète. Voilà, c'est un peu les utopies concrètes finalement à l'échelle de l'urbanisme qu'on essaie d'expérimenter le temps d'une semaine. Et donc après plusieurs sessions de travail sur le territoire de Doulan-Gohar, moi j'ai souhaité engager cette expérience, cette approche à Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi ? Parce que d'abord j'étais très étonnée qu'un territoire si proche de l'école ici et de Nantes de manière générale semble comme ignoré d'ici en fait, alors qu'il était regardé depuis le monde entier. Je trouvais ça un peu étrange. Et puis, bien sûr, ça me paraissait intéressant de comprendre l'expérimentation sociale et spatiale qui s'y jouait. Donc, 2 ans après l'abandon du projet de transfert de l'aéroport, et donc au moment où s'engageaient ces démarches au niveau du PLUI, puisque le PLUI venait d'être acté, quoi. Et donc c'est à ce moment-là, j'observais un peu de loin que effectivement l'objet de la lutte sur la façon d'habiter et de construire son territoire devenait central, quoi. En fait, c'était plus l'aéroport, et c'est ce qui moi m'intéressait. Donc de se rapprocher un peu de cette lutte en cours, et qui avait évidemment des incidences sur l'idée de comment on habite, comment on construit un territoire, etc. Alors je voudrais quand même aussi préciser, parce que je ne l'ai pas dit tout à fait tout à l'heure, et c'est important aussi, c'est que du point de vue de la ZAD, c'était pas évident qu'on débarque comme ça, avec des futurs urbanistes, évidemment. Et ça n'allait pas de soi, et donc la construction de cette aventure, elle a commencé par d'abord poser des conditions de réciprocité, de tisser, comment on allait tisser un travail ensemble, comment chaque partie allait grandir aussi dans ses différents objectifs. Et donc, alors évidemment, on a posé ça au départ, on a essayé de l'organiser, et puis ça s'est fait un peu au fur et à mesure aussi, à travers la rencontre et à travers le cheminement progressif. Parce qu'effectivement, cette question du temps, c'est quelque chose de primordial, moi je trouve aussi, dans cette expérience pédagogique sur la ZAD avec la ZAD. C'est qu'il n'y a pas seulement un rapport à l'espace qui est différent, mais c'est vraiment un rapport au temps qui est aussi très très différent. Enfin, j'en parlerai. Mais donc, en fait, il y a une sorte de forme d'apprivoisement qui s'est construit avec le temps, par aller-retour. Donc, on avait ces 3 sessions qui étaient espacées quand même de 6 mois. Et on ne savait pas encore si on allait faire la suivante. Enfin voilà, ça s'est fait en cheminant. Et puis en même temps, les temps intensifs, ça d'une semaine, ça permet aussi de prendre des risques. On ne prend pas un risque trop énorme quand même, on sait que c'est une semaine, on y va. Et voilà, donc on a fait connaissance un peu à tous les sens du terme au fil de ces 3 sessions, en forgeant aussi des liens d'amitié. En effet, je pense que c'est aussi quelque chose de clé qui a été joué là, et c'est pas si évident non plus dans un dispositif pédagogique. Alors on a 3 sessions, je vais un petit peu plus les décrypter avant de peut-être parler plutôt de ce que ça comment ça a fait bouger des lignes peut-être. Donc on a eu une première session qui s'est appelée le PLUI entre le territoire et la carte, donc c'était en février 2020, et là vraiment ça s'est ancré dans un travail d'arpentage du territoire et une série de rencontres avec les différentes parties prenantes, et dans les lieux de vie de la ZAD, autour d'une grande ZAD à l'école d'architecture, à l'Ambasada, où on a fait la restitution des travaux. Enfin, donc on a comme ça été beaucoup sur place, et en fait la question qu'on a posée cette semaine-là renvoie totalement à ce que tu viens de dénoncer au niveau de ces questionnements sur le PLUI. C'était en fait, on a envisagé l'écart entre le territoire vécu et réel, quoi, et la carte du PLUI comme un espace de projet. On s'est dit, est-ce qu'on peut imaginer un dessin des EIM et un cadre légal qui pourrait prendre appui sur l'héritage et les spécificités de la ZAD. Donc c'est un peu ce que vous avez posé, vous, comme question, mais on s'est dit, voilà, pendant une semaine, on y va, et on se refuse rien, de dire comment
on pourrait effectivement prendre cet écart comme un espace de projet. Et c'est vraiment l'avantage d'être en système dans un dispositif pédagogique. C'est une école, c'est un lieu d'expérimentation. Donc on peut, on peut imaginer tout ce qu'on veut, bien sûr, même si on se donne pour règle d'être le plus ancré dans un territoire, en contact avec ce territoire, etc. Donc voilà, ce questionnement, il a donné lieu à 6 productions collectives qui ont proposé des regards assez différents. On avait donné aussi une sorte des regards et des pistes. Hein. On avait aussi donné une sorte de règles, enfin de produire, d'expérimenter les ressorts de la coupe comme un outil critique de l'urbanisme planificateur. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder les choses par-dessus, voilà, on regarde plutôt les choses en coupe, ce qui permet justement de commencer à regarder, à aborder le sol dans son épaisseur, dans son habitabilité, etc., d'autres vivants que nous, etc. Et voilà, donc je ne vais pas raconter toutes les productions qui sont sorties de cette première expérience, mais c'est vrai qu'on a vu combien cette immersion, cette proposition de travailler avec un territoire, et dans un territoire qui offre un sol tellement différent de ce qu'on connaît, c'est un peu ce que tu nous racontais aussi au début, on arrive sur un territoire qui n'est pas urbain, urbanisé au sens premier, et en même temps on y vit, on y habite, et on y vit urbainement aussi quelque part, enfin voilà. Donc à travers ce travail de coupe aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'étonnement et beaucoup de richesses, de pistes qui ont été produites. Évidemment, on n'a pas trouvé la solution miracle, mais on a par exemple travaillé sur des représentations, enfin il y a un groupe qui avait travaillé sur une représentation qui mettait en parallèle 2 coupes, la coupe du PLUI, donc on voyait comment finalement il y avait une sorte de désertification qui se faisait, et puis la coupe du territoire réel, et mettre les deux choses en regard était très productif effectivement de prise de conscience en fait, de ce que ce PLUI portait. Alors après on a une deuxième session qui s'est intitulée le PLUI, le Covid et le devenir terrestre, parce qu'entre-temps il y a eu donc le Covid qui est passé par là. Cette seconde session elle s'est déroulée en septembre 2020. Après donc cet épisode de confinement qu'on a tous connu, et elle a poursuivi la démarche de la première session, mais en intégrant cette notion de rupture dans le cours des choses qui était liée au premier confinement, quelque part analogue à l'incertitude des trajectoires sur la ZAD, liée au risque d'expulsion répétée, mais face aussi à une sorte de certitude d'habiter et de rendre vivant le territoire de la ZAD, et donc on a un peu joué là-dessus. Dans cette grande incertitude de la ZAD, finalement, il y a aussi des certitudes qui se posent, et donc des sortes de convictions qui peuvent être jouées, et donc c'est un peu là-dessus qu'on a essayé de travailler dans cette deuxième session. La semaine, elle avait démarré par un voyage à vélo pour sortir de la métropole, et puis là, pour le coup, les étudiants ont tous été accueillis pendant 3-4 jours dans différents lieux de la ZAD, ont vécu sur place avec les habitants, et ils ont conçu et réalisé une exposition sur les enjeux autour du PLUI qui a été offerte comme une contribution aux portes grandes ouvertes de la ZAD organisée fin septembre. Donc là, on était un peu dans une forme d'immersion, de tester comme ça un peu plus finalement cette expérience directe du territoire. Et on a eu une troisième session intitulée « Défendre le vivant, oublier l'urbanisme ». Alors, moi, j'ai mis un point d'interrogation, mais évidemment, les zadistes ont toujours enlevé le point d'interrogation, hein, quand c'était pas cramer l'urbanisme, mais voilà. En février 2021, et là, on a joué les choses un peu autrement, c'était au vu des acquis de ces expériences premières, mais aussi en écho à l'invention sur la ZAD à ce moment-là d'une école du vivant. Il y avait l'idée que la ZAD finalement fait école, et l'idée de créer une école du vivant. Et donc on a un peu choisi de plutôt prendre cette expérience de la ZAD comme d'en faire une première expérience immersive où on a arpenté avec un naturaliste le territoire, donc effectivement prendre connaissance aussi de ce que c'est que
comment dire, un regard sur un monde vivant qu'on ne voit pas forcément. Et à partir de cette première expérience, on l'a mise à l'épreuve de nos territoires, enfin de nos lieux de vie plus familiers et ordinaires, et on s'est demandé qu'est-ce que ce territoire nous apprend pour changer un peu la façon de faire sur des territoires hors ZAD, en fait. Et donc, voilà, on a questionné en quoi la défense du vivant, elle recompose des fondements et des pratiques de l'urbanisme, sa définition même, ses catégorisations, ses logiques, formes de prédilection, etc. Et notamment en quoi elle questionne la séparation entre l'art et la vie, comment est-ce qu'elle amène d'autres modalités de pensée d'exercice, etc. Et donc là, les étudiants produisent une série de textes, plutôt un ensemble choral de textes qui adressait des sortes de ressaisissements, des questionnements et des propositions à l'école et aux architectes et urbanistes en devenir. Et c'est donc à la suite de ces trois sessions que on s'était dit que voilà, on avait envie donc je reparle de cette brochure, on s'était dit qu'on avait envie de poser un peu les choses. Et avec l'idée peut-être aussi de transmettre autour de nous, ou peut-être même cette expérience, mais aussi contribuer à alimenter un courant critique au sein des écoles et des formations en architecture, en aménagement, dans une époque qui appelle, selon nous en tout cas, à des bifurcations radicales. Et d'ailleurs aujourd'hui les mobilisations, je pense, montrent qu'on n'est pas voilà, il n'y a pas que les zadistes qui pensent comme ça, je crois. Avec les mobilisations sociales et environnementales aujourd'hui, mais aussi dans les écoles d'architecture, des ENSA en lutte qui effectivement, au-delà de problèmes de moyens directs du quotidien, réfléchissent aussi sur une défense de l'architecture plus large, quoi. Bon alors, moi je vais peut-être m'arrêter là parce qu'après il y aura des questions. Merci Samine pour ce témoignage. Donc avant d'ouvrir les questions peut-être à l'Assemblée, je vais en poser au moins une et puis vous tenterez de répondre, puis après on ouvrira le débat. Peut-être vous entendre tous les trois sur, voilà, selon vous, qu'est-ce que cette expérience ou ce laboratoire Notre-Dame-des-Landes vient déplacer? Alors du point de vue du philosophe, on va quand même la jouer comme ça, du point de vue de l'architecte et du point de vue de l'architecte enseignante. Qu'est-ce que ça fait bouger? Qu'est-ce que ça déplace? Comment vous l'appropriez aussi? Bon, moi j'enchaîne parce que c'est vrai que j'en étais un petit peu là. Ouais, je pense. Bon, d'abord, moi j'entends les étudiants nous dire, en fait, cette découverte de la ZAD, qui pour certains était nouvelle, enfin quelque chose, c'était pas connu, hein, en fait, voilà, ils débarquaient un petit peu aussi sur cette chose-là, ça les a amenés à déconstruire et dépasser des préjugés, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre effective et sensible, avec une expérience qui est quand même qui est très singulière et qui n'est pas, voilà, qui est anormale, hein, dans le sens d'une anormalité. Et donc, tout simplement déjà, pour ces étudiants en architecture, ou en urbanisme, ils nous l'ont dit, ils se sont sentis autorisés à penser et faire différemment. Juste déjà s'autoriser, quoi, en fait. Et moi je pense qu'en tant qu'enseignant, c'est peut-être la première chose qu'on essaie de faire, c'est aider à s'autoriser, quoi, en fait. Et on l'a ressenti encore plus particulièrement lors de la session qui a suivi le confinement du Covid, parce qu'il y avait effectivement peut-être ce besoin encore plus d'ouverture du champ des possibles, quoi, en fait. Voilà. Et puis, évidemment, c'est l'expérience d'un autre paradigme social et spatial. Et donc, il y a aussi l'observation, l'observation et l'expérience d'une autre école, voilà, que nous on propose en tout cas, une autre école, une école hors les murs, une école de plein air, une école où on propose aussi aux étudiants de prendre des initiatives, de s'engager au-delà de l'école, parce qu'il y en a qui ensuite continuent à s'engager avec la ZAD ou sur des causes ou ailleurs, enfin voilà. Et puis peut-être la troisième chose, c'est évidemment, là plus concrètement, en fait, c'est vraiment oui, ce que ça déplace comme catégorie, comme façon de penser l'architecture et l'urbanisme, quoi, en fait, tout simplement par rapport à cette école du vivant, en fait, qu'on expérimente sur place. Donc ça déplace beaucoup de choses
dans les contenus, quoi, en fait, ensuite de ce qu'on produit architecturalement. J'ai pas trouvé cette question facile. Parce que moi j'ai eu la chance de commencer à travailler en tant qu'archi à Fil. Du coup, ce collectif qui déjà posait des choses d'une forme de déplacement par rapport à la pratique qui était enseignée à l'école, avec un regard plus par le participatif et l'autoconstruction. Donc en fait des choses que j'ai beaucoup retrouvées à la ZAD, mais qui étaient déjà très présentes dans Fil. Ça peut être qu'est-ce que ça conforte aussi. Hein. Voilà. Et du coup, merci Pauline. Et donc, en tout cas, je voulais souligner qu'il n'y a pas que la ZAD qui permet aussi ces déplacements, et heureusement. Enfin, en fait, il y a énormément d'endroits, il faut aussi les regarder, aller les chercher, et pas focaliser comme s'il n'y avait qu'un seul endroit sur Terre qui savait faire des trucs comme ça. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en ville aussi, dans les quartiers populaires, il y a plein d'initiatives, mais souvent elles sont éparses et petites. Et c'est vrai que la ZAD, moi, ce que ça m'a donné, c'est venu renforcer, parce que à cet endroit-là, il y a beaucoup plus d'espace et beaucoup plus de monde qui décide de dédier son temps à ça. Alors que, je sais que dans l'expérience de Fil, ça peut parfois être un peu compliqué de se dire, en fait, on n'est pas très nombreuses, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Superville, il y a plein de collectifs un peu partout, en France, en Belgique, en Suisse, et c'est plein de petits collectifs qui tentent plein de choses à leur échelle, de bouger des lignes, etc. Et on se pose souvent la question de comment faire force, quoi. Et la ZAD, elle m'a permis ça, d'avoir accès à la réalisation de choses que j'avais envie de voir advenir, quoi. Et du coup, de pouvoir en faire partie et de pouvoir y contribuer et en avoir de l'enseignement, je pense, moi, ça m'a vraiment permis de tenir en fait ces engagements difficiles qu'on a aujourd'hui en tant qu'archi, de construire la ville de demain, mais avec tout un tas d'absurdités et d'incohérences qui font que des fois on se demande quand même si vraiment ça vaut le coup qu'on construise ou pas, quoi. Voilà, je dirais que ça a pas mal déplacé ça. Et le deuxième truc, c'est la ruralité, de sortir de la métropole. Ayant été formée à Nantes, dans cette grande métropole, etc., et travaillant plutôt sur des projets urbains, la ruralité, on l'aborde assez peu à l'école, en tout cas dans cette école-là, et en tout cas à mon époque. Et du coup, voilà, de regarder différemment les choses et de plus voir la campagne comme l'enrobage de la ville ou je sais pas trop quoi, mais bien comme un espace, un territoire réellement habité, etc. Ça a aussi décalé toute une manière de concevoir, même dans les milieux urbains. Enfin, c'est venu vraiment transformer mon approche. Merci bien. Alors moi, je continuerai sur la même lancée. Moi, la ZAD, c'est une ville-territoire. Donc je la vois comme ça. Donc je la vois pas comme une campagne, je la vois comme une ville-territoire. Elle m'évoque ce que William Morris décrit dans son livre Nouvelles de nulle part. C'est d'ailleurs vraiment une réconciliation entre ce qu'on appelait auparavant ville et campagne, dans quelque chose qui est inventif, évidemment, et qui pose plein de questions passionnantes, par exemple celle de la propriété privée, celle du rapport à la collectivité territoriale. Donc ça, c'est des vraies questions qui sont tout à fait passionnantes. Maintenant, d'un point de vue plus militant, c'est la confirmation que la détermination peut payer. On n'est pas toujours perdant. Le pot de terre n'a pas toujours perdu contre le pot de fer, quoi. Là, alors, pour d'autres raisons aussi, bien sûr, c'est que si Vinci n'avait pas voulu
cédé, le combat aurait peut-être été plus dur, il y aurait eu peut-être beaucoup plus de flics, beaucoup plus de grenades lancées, etc. Bon, donc il y avait une conjoncture qui a fait que ça a changé un petit peu. Mais quand je parle de ville-territoire, je veux dire par là que, parce que le mot ruralité me gêne un peu, c'est plutôt le mot vivant qui m'intéresse. C'est-à-dire que là je vois que la faune et la flore existent comme cohabitants, et non pas comme quelque chose qui est là, bon, qu'on va utiliser en tant qu'agriculteur, ou pas du tout. Il y a encore un ensauvagement, alors je mets beaucoup de guillemets à ces termes évidemment, qui existe sur place, et ça va avec toute une réflexion que le soulèvement de la Terre pose aussi, enfin plein de mouvements existent là-dessus. Tu parlais de la Suisse, effectivement, la revue Moins met en avant toujours cette dimension terrestre de chaque être humain. Bon, pour moi, ça c'est important, et la ZAD le montre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure, de séparation entre, vous voyez, les trucs des technocrates qui inventent la trame bleue, la trame verte, ce genre de trucs, ça, la ZAD montre que ça n'a aucun sens. Enfin, parce qu'on oublierait la trame noire, qui est la nuit, on oublierait la trame blanche qui est le silence. Vous voyez, non, la ZAD, elle forme une unité territoriale et temporelle, et chronobiologique, si vous voulez. Et donc ça, c'est très important, parce que tout d'un coup, on saisit qu'il y a dans tout territoire, il y a des rythmes, des pulsations, des instants qui sont différents. Et même dans la vie collective, il y a des instants, il y a des séparations, des engueulades, des difficultés, et en même temps, énormément d'urbanité aussi. Donc, quand tu dis déplacer, oui, ça déplace, bien sûr, hein, mais ce qui est compliqué de nos jours dans un pays comme la France, c'est qu'en fait, les médias, les lobbies, etc., sont si puissants qu'on a du mal à diffuser, non pas du tout le modèle, parce que c'est pas un modèle, mais le contre-modèle, j'allais presque dire, c'est-à-dire en quoi la ZAD ne porte quelque chose d'autre qu'on peut ici ou là s'en inspirer pour faire encore autre chose, évidemment. Et là, bon, un journaliste américain me questionnait là-dessus. Je me dis, vous signez des pétitions, vous écrivez des bouquins, tout ça, mais pourquoi on ne le sait pas davantage? Pourquoi ces mouvements ne sont pas plus populaires, ça? Et je lui dis, mais qui possède des médias? C'est les majors du BTP. Donc là, vous voyez, on est coincé. Et si vous voulez développer un autre BTP qui est le bois, terre, paille et pierre, c'est pas facile, parce que vous avez contre vous toute une puissance d'argent. Et ça, pour moi, c'est pareil là, avec les bassines. La FNSEA dicte sa politique à un ministre de l'Agriculture qui est assez lamentable. Bon, et là, on peut rien faire, sauf l'affrontement. Et ça, c'est ça qui est la difficulté, c'est que je pense que, et là je reviens à Thoreau, à Emerson, enfin tous mes vieux amis américains, et puis les zadistes, et puis les soulèvements de la Terre, nous sommes pacifistes. Donc là tout d'un coup on est confronté à une situation de guerre. Je peux le dire, même si c'est filmé, c'est pas grave. Un ami, mais je ne donnerai pas son nom évidemment, avait assisté à une réunion avec la préfète des Deux-Sèvres et puis je ne sais pas comment on appelle ça, le général de gendarmerie, etc. Et devant témoin, il se congratule et elle lui dit bravo, opération réussie. C'est-à-dire que c'était une opération militaire. C'était pas des flics qui étaient là pour surveiller vaguement des contestataires. C'était une opération militaire. Donc là, face à ça, on est désarmé, sans mauvais jeu de mots, parce qu'on ne sait pas faire ça. C'est pour ça que je trouve que l'exemplarité de la ZAD, mais c'est un cas de figure assez unique. Hein. Il y a eu l'Arzac, voilà, il n'y en a pas 50 000. Bon. Dans les luttes récentes, il y a très peu de luttes, en fait, à dire vrai. Il y a des mouvements de contestation, mais ce n'est pas ce qu'on peut appeler des luttes. Là, je renvoie évidemment au livre de Paul Virilio, qui était un annonciateur de ça, sur les luttes environnementales. Ce sont des combats.
Et alors je reviendrai quand même sur deux mots qui me plaisent beaucoup parce que ça a été mentionné, c'est habitat et territoire. Je voudrais rappeler simplement que c'est des mots de la botanique qui pénètrent les sciences humaines et sociales 60 ans après ou 70 ans après. Et donc là aussi, c'est des mots très importants dans le discours des zadistes. Habitat et territoire montrent bien à quel point les humains sont des êtres vivants, comme les non-humains. Et là, il y a cette proximité-là, elle est magnifique. Enfin, je veux dire, il faut l'exalter d'une certaine façon. Alors, je ne sais pas, c'est une question que je pose. Il y a eu il y a une poésie, il y a des chansons, il y a des... oui, tout ça, ça existe, ça. Vous pouvez en chanter une? Non, mais ça, c'est pour blaguer. Non, mais... Ce sera après la chanson. Après quelques vers de vin. Je vous propose qu'on prenne... Oui. Notre-Dame des oiseaux de terre qui a été composée par des artistes traditionnels. Ça se danse. Parce qu'un combat n'existe que s'il est représenté. Oui, S'il est donc... porté par un film, par un roman, par un polar, là ça prend sens, quoi. Oui, ça pose toute la question aussi en tant qu'architecte, comment on accompagne les représentations, changer le regard par, tu le disais dans l'écriture d'un PLUI, par le dessin, comment on modifie aussi la reconnaissance ou les représentations. Et après, ça ouvre sur quel retentissement. Comment on fabrique, ou pas d'ailleurs, du retentissement sur ce type de laboratoire et comment on essaye la question que tu poses, Thierry, à juste titre, de les médiatiser, de les rendre publics. Voilà. Et ça, c'est sans doute un chantier assez vaste. Que peuvent les architectes? Ça, peut-être qu'on atteint aussi en partie nos limites, même si on voit dans vos deux témoignages aussi qu'il y a quelques ressorts possibles et que l'architecte peut se mettre au service, créer des amitiés ou de nouvelles relations avec un territoire, un milieu et puis ceux qui l'habitent. Donc je vous propose qu'on ouvre le débat et la question à l'Assemblée. Donc on va prendre plutôt des jeux de questions, pas seulement une, mais plusieurs à la fois, de manière à ce qu'à la tribune, ils puissent se répartir les temps de parole. Donc, allez-y. N'hésitez pas aussi à vous présenter et ensuite à poser votre question. Puis on fait circuler le micro. J'ai sauté quand même sur le micro. Ouais, on a vu. Bonsoir à tout le monde. Je suis Ousseynou Faye, je travaille à Nantes Métropole Habitat et j'ai fait récemment une formation continue d'architecte à l'école. Donc j'ai eu plein de gens ici comme professeurs. Et je voulais juste faire une forme de participation parce qu'il y a 3 éléments qui m'ont remonté sur d'autres souvenirs des études que j'ai faites. Donc il y a la partie lexicographie, la possibilité et l'engagement de proposer le mot ZAD, qui pour moi rejoint le côté aussi qu'Amélie a eu avec son groupe Fil de s'engager sur la question du PLU. Et évidemment, c'est pour Sabine, qui, avec son projet d'études, se sont lancés et sont allés vraiment s'imprégner du site et vivre avec les gens et constater. Et que Sabine a trouvé le mot qui, pour moi, a vraiment du sens, c'est s'autoriser. Il faut s'autoriser. Et parce que ça m'a fait remonter un sketch de Coluche, s'autoriser, et que quelqu'un comme Pierre Bourdieu a vraiment insisté sur ça en disant que vraiment, parfois, il y a de ces sketchs qui valent vraiment des vrais textes de philosophie et de sociologie, comme par exemple, vous avez rappelé Heidegger ou Hegel sur l'habité, que Richard Sennett a réécrit avec 3 tomes. Et donc, pour moi, c'est quand même une base de s'autoriser. Il faut s'autoriser, il faut y aller, il faut arpenter et discuter. Voilà. Merci. On fait circuler le micro. Julien Devernay, du coup, je suis aussi membre de l'Atelier Film. Ce que vous dites, ça me posait un peu une question sur... vous faisiez un petit peu aussi l'évocation des bassines et du mouvement des soulèvements de la Terre. Et je trouve qu'il y a peut-être... Enfin, ça me posait la question sur pas forcément la réplicabilité, mais la possibilité de continuer à construire des luttes qui s'installent et qui habitent des territoires. Quand on voit sur typiquement les répressions à Sainte-Soline,
sur le fait qu'il y a vraiment une grande volonté aujourd'hui dans les actions de l'État à empêcher l'installation, à empêcher l'habitabilité finalement de territoires à défendre. Du coup, là, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus, sur est-ce que vous pensez qu'il y a des possibilités d'arriver encore à s'immiscer pour habiter des territoires à défendre? Et peut-être en résonance avec ça, je trouve que, du coup, on a parlé de luttes qui ont lieu en territoire majoritairement, donc à l'opposition, enfin pas par opposition à l'urbain, mais donc bien vu que le mot campagne ne va pas forcément, mais en tout cas des territoires plutôt dits de la ruralité. Du coup, je me disais, dans les questions des squats en ville et dans toutes ces formes-là qui réussissent à zader finalement un petit peu et à imiter le territoire urbain, quel lien vous faites justement est-ce que pour vous les squats font partie des ZAD, par exemple? Voilà, je ne sais pas si la question est très claire, mais il y en a un peu deux en une. Bonjour, Maël, je suis étudiant à l'école d'architecture juste à côté et surtout je suis en rédaction de mémoire à propos des pratiques de l'architecte militant. Et moi c'est une question sur la question sur habiter. Est-ce que c'est une bonne idée de chercher un propre de l'homme, comme l'habiter serait le propre de l'homme, dans le cas des ZAD qui cherchent justement à re-questionner tout le rapport humain-non humain, vivant-non vivant? Et donc, est-ce que ce ne serait pas encore se décaler de cette notion de la nature en disant l'homme a quelque chose qui lui est propre? Voilà, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je prends comme ça, vous pouvez. Bonsoir. On a évoqué Sainte-Soline. Moi, j'ai entendu je ne sais plus qui avait la parole, disant que il n'y a pas eu la volonté de la part des soulèvements de la Terre ou une partie des gens qui composent les différents groupes d'en faire que s'installe une ZAD sur Sainte-Soline. Donc, ça m'a fait penser qu'il y avait peut-être des territoires qui sont plus désirables pour être des ZAD. Et ben voilà, du coup, je me demandais qu'est-ce qui fait le désir de participer à une ZAD ici plutôt que là, et quel lien vous faites entre une ZAD où le fait d'habiter sur un territoire, c'est aussi mettre à mal un projet politique, économique, par rapport à des installations qui sont dans des terrains, des gens qui créent des communautés, par exemple, hors d'un combat contre un projet particulier. La parole est à vous. Beaucoup de questions, mais vous pouvez vous les répartir. Amélie, tu veux commencer? Allez. Je ne sais pas si je vais réussir à répondre à chaque question. Je vais essayer de faire un truc qui se balade un peu et qui aborde. Je trouve intéressant de se questionner sur le squat, en fait. Parce que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est issu des milieux squats. C'est ces milieux-là qui, à un moment, dans une convergence avec les milieux écologistes, sont venus occuper. Et c'est bien parce qu'il y a une connaissance de qu'est-ce que ça veut dire d'occuper illégalement un territoire, un bâtiment. Voilà. Et qu'en fait, ça se fait pas du jour au lendemain. Et du coup, voilà, ça fait partie des choses qu'on a besoin d'apprendre si on veut aller dans ces modes de lutte-là. Voilà, comprendre les cadres pour mieux les déborder, et aussi pour se dire que c'est pas du tout un jeu, quoi. C'est pas du tout quelque chose de rigolo. C'est quelque chose qui met en jeu nos corps et nos vies. Squatter, c'est pas du tout confortable, c'est pas du tout désirable. Ça peut vouloir dire vivre sous une bâche pendant des hivers pluvieux et glacés de la ZAD. Ça peut vouloir dire vivre dans des bâtiments sans eau, sans élec, dans le centre-ville de Nantes, avec des problématiques sanitaires. Enfin, c'est pas marrant, quoi. Et du coup, je me dis que c'est là que l'archi peut intervenir, c'est-à-dire venir se mettre en complicité de ces projets-là, de par des compétences techniques, mais aussi des compétences de réseau, d'une connaissance de
d'acteurs et d'actrices qui pourraient venir rendre habitables en fait des espaces comme ça et venir aussi renforcer la défense de ces lieux-là pour pas laisser toutes seules les personnes qui vont prendre les plus gros risques, quoi, qui sont souvent des personnes plutôt précaires, plutôt dans des qui n'ont pas forcément énormément de lieux de repli pour s'en sortir, et du coup de créer cette solidarité-là entre nous, c'est des choses qui me paraissent importantes pour permettre justement que des ZAD soient ZAD partout, quoi. Et par rapport à la question de pourquoi pas à Sainte-Soline et pourquoi à Notre-Dame-des-Landes, eh ben, il y a aussi, on parlait de temps et de temporalité et de ce que le temps fait à n'importe quelle action. Ça permet aussi d'apprendre, et en fait ça apprend pas que dans un seul sens, c'est-à-dire que les militantes apprennent, deviennent fortes pour créer des occupations, mais les institutions apprennent aussi, et du coup mettent en place des systèmes répressifs de plus en plus malins et de plus en plus difficiles à détourner. Et Notre-Dame-des-Landes, c'était une des premières occupations de territoire, donc l'État ne savait pas comment faire. Et aujourd'hui, Madame la préfète donne des cours à Sciences Po et à la gendarmerie pour expliquer comment le cas Notre-Dame-des-Landes peut être... comment ne pas... que ça n'arrive plus. Et Darmanin l'a encore dit l'autre jour dans le journal du dimanche, il n'y aura plus jamais d'occupation, d'installation, parce qu'on est prêt, quoi. On est prêt à intervenir avec des militaires sur n'importe quelle petite installation, et on l'a vu... Après, je passe la parole, je suis désolée de prendre autant de temps, mais sur Sainte-Soline, quand vous voyez les images, c'est monstrueux, en fait, le dispositif. Il y a quasiment la moitié des hélicos disponibles pour l'ensemble du territoire de la France à un endroit, machin. Il y a plus de la moitié des gendarmes disponibles aussi. Enfin, en fait, c'est vraiment des dispositifs complètement ahurissants. Donc, et comme tu le disais, c'était bien une opération, donc c'est cette répression aussi qui rend non désirable le territoire de Sainte-Soline, qui en plus est un territoire mort, c'est-à-dire il n'y a personne. C'est des immenses territoires agricoles d'agriculture intensive. Il n'y a pas une haie, il n'y a pas un bout d'arbre où se cacher. Enfin, en fait, il y a peu d'endroits et il y a peu d'habitantes pour accueillir aussi et se mettre en solidarité, comme à Notre-Dame-des-Landes, où les paysannes qui résistent ont accueilli aussi, avec tout un tas de nuances, les personnes qui sont venues squatter. Donc il y a tout ça, ce maillage. Et Bure, c'est pareil. Bure, si ça a été choisi, si l'État choisit certains espaces, c'est bien parce qu'ils ne sont pas habités. Dans l'Aveyron, c'est pareil. Enfin, voilà, il y a plein d'endroits où il y a eu des ZAD qui ont disparu aussi parce que les territoires qui sont choisis sont des territoires pas habités, pas accessibles, pas confortables. Et voilà. Mais à la Clusaz, ils ont gagné alors qu'ils ont passé des mois dans la neige. Voilà. Donc ça peut aussi. Enfin, voilà. Moi, je ne vais pas tout à fait... je parle un petit peu d'un autre endroit. Et pour moi, en fait, ce qui est peut-être important dans tout ça, c'est... Voilà, je ne sais pas où est-ce qu'il faut faire des ZAD. Par contre, peut-être... comment dire, en tout cas, en tant qu'enseignante, il me semble que les écoles peuvent jouer un rôle là-dedans. Donc, c'est pas créer de nouvelles ZAD, mais c'est peut-être plutôt comment alimenter ce que je disais tout à l'heure, un peu un courant critique, quoi, et finalement aussi forger des consciences et des compétences qui seraient rien que déjà dans la représentation en fait du territoire, voilà. Et si on regarde quand même les choses un peu en face, on pourrait dire que les écoles d'architecture, elles ont accompagné la destruction du vivant, le changement climatique, elles ont accompagné la montée en puissance de la ville néolibérale. Donc comment est-ce que, depuis les écoles, on peut aussi penser autrement et enseigner autrement, mais aussi penser autrement et amener finalement à faire cette transition, quoi, aussi, ou ces ruptures avec ces logiques destructrices au sein de nos formations, quoi. Parce qu'après, on peut refuser certaines choses, on peut se donner des limites, on peut regarder mieux les choses, regarder de manière plus fine. Enfin voilà, on peut agir aussi au quotidien. C'est pas forcément au quotidien dans nos professions. Enfin voilà, c'est un peu comme ça que moi je l'imagine plutôt.
Et voilà, donc c'est un peu un processus de responsabilisation, de conscientisation, d'attachement à des territoires dans lesquels on travaille, enfin tout ça qui se joue aussi d'une autre manière. Bon, j'ai un peu déplacé le problème parce que moi je ne suis pas zadiste en tant que tel non plus. Je ne sais pas comment répondre à cette... Quand j'ai proposé ce verbe de zader, c'était pour montrer que c'était d'abord dans la tête. Ensuite, peut-être c'était sur place, enfin, je veux dire, dans un lieu, mais je pense que c'est une attitude intellectuelle de se mettre justement en porte-à-faux avec les décisions officielles, administratives, etc. Et ça peut peut-être être communicatif. Je prends un exemple de ce qui aurait pu être une ZAD et qui ne l'a pas été, et qui n'a pas été une victoire non plus, c'est le triangle de Gonesse. Un grand projet inutile, une mobilisation massive, que je connaissais mieux parce que j'habitais à l'époque dans cette région-là, avec des contre-propositions absolument remarquables, le programme Karma, etc. Mais la gare se construit. La gare au milieu de rien se construit. Avec la bénédiction des élus PS du coin, parce que voilà. Donc on va entre Roissy et l'autre aéroport, le Bourget, on va construire une gare du Grand Paris Express, et l'argument c'est oui, mais on va y implanter un lycée agricole. Un lycée hôtelier, pardon. Alors évidemment, il y a beaucoup de bruit, il y a une nuisance sonore terrible, mais ça, c'est pas pris en considération, etc. etc. Donc là, enfin moi, à Bagnolet, une bergerie dans une école a été démantelée, malgré une pétition, malgré une mobilisation. Là aussi, on aurait pu zader, on aurait pu occuper le lieu, s'y installer. Bon, ça a échoué. Ça a échoué. Et tout ça avec des arguments en plus, oui, il faut que l'école soit plus près de la nature, il faut qu'on enseigne l'écologie aux enfants, etc. Ah oui, mais là il y a des brebis et des chèvres. Non, là, on ferme. Ah, il y a des arbres, on les coupe. Oui, bon. Donc c'est ça qui est absolument catastrophique. Moi, ce que je voudrais, mais je n'ai pas assez enquêté sur place, c'est une question que je pose à Amélie. Est-ce que les paysans, je ne veux pas appeler agriculteurs, donc je dis les paysans de la ZAD, ont un point de vue sur cette catastrophe qui nous concerne tous, c'est le non-renouvellement d'agriculteurs en France. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. La moitié d'entre eux vont prendre leur retraite d'ici les 10 ans qui viennent. Donc là, il y a une question cruciale, parce que c'est lié évidemment à la production de biens alimentaires, qui, comme vous le savez, avec les bassines et autres, produit une agriculture intensive d'exportation, ce qui est totalement débile par rapport évidemment au fait de nourrir la population sur place. Mais je suis dans un comité, parmi d'autres, comité de lancement d'un lycée agricole autre. Salvus Campus, n'hésitez pas à soutenir ça. Mais c'est rien. On a 12 élèves cette année. Et le patron de Free, j'ai oublié son nom, ce gars, vient d'ouvrir le plus grand lycée agricole d'Europe. Il a acheté 680 hectares dans la banlieue parisienne. Il a des subventions à n'en plus finir de tous les ministères. Et il va fabriquer des techniciens, je dis exprès le mot pour être péjoratif, des techniciens de surface agricole, qui vont être des tracteuristes de tracteurs robotisés, et qui travailleront là, et puis après, là, à 600 km, là, à 300 km. Donc évidemment, c'est plus du tout des paysans qui pourraient nous renseigner sur la toponymie, sur les récoltes locales, etc. Pas du tout. On est dans un autre monde. Et ce monde-là, il est en train d'être façonné par ce gouvernement. Et là, la prise de conscience, elle n'est pas encore présente. Elle n'est pas encore présente. Alors, on invente une agriculture urbaine. C'est faux.
C'est encore un mensonge total. Parce que ce que j'ai compris, je l'ai compris aussi par la ZAD, pas seulement parce que j'ai observé ça ailleurs, et puis c'est aussi en lisant Bernard Charbonneau, des gens comme ça. J'ai compris qu'il y avait, j'avais sous-estimé la puissance des écocrates. On connaît les technocrates, mais il y a plus dangereux, les écocrates. C'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir et qui le font au nom de l'écologie. Et là c'est très compliqué parce qu'ils ont le même vocabulaire que nous, si vous voulez. Hein, par exemple, Pascal Canfin, ou des gens comme ça. Hein, il dit la voiture à moteur, non, c'est terminé. Voiture électrique. Mais c'est pas du tout là. Là, il n'a pas zadé son esprit. Il est tout à fait dans la conformité du capitalisme dominant. Donc, on voit bien à quel point. Je ne sais pas par quel bout le prendre, parce que c'est ça qui me passionne dans l'écologie, c'est que l'écologie est une méthode qui est à la fois transversale, interrelationnelle et processuelle. Et la ZAD, elle montre, quand on l'étudie un peu de loin comme ça, elle montre que sans cesse ces trois dimensions-là étaient présentes. Ça s'inscrit dans une durée, dans un processus. On peut dire ça naît à tel moment, la contestation, ça prend telle forme, etc. C'est transversal, évidemment, puisque le vivant est partout. Et puis, c'est interrelationnel, parce que précisément, il y a tel type, Sabine l'a dit, il y a plusieurs paysages en plus, au sens géographique du terme. Hein, il y a de l'eau, il y a des forêts, il y a des champs, etc. Bon, donc, on voit bien que là, tout à coup, on a comme l'expression de ce qui correspond à l'idée qu'on a d'un territoire terrestre. Et donc, pour ça, évidemment, il manque les paysans, des éleveurs, des jardiniers, des forestiers. Et tout ça, si ça peut être présent dans la ZAD et puis que ça se sache, alors pour moi, c'est excessivement positif. Parce qu'on a tous vu ça, enfin, vous l'observez dans les territoires que vous connaissez un peu. Moi, pendant une quinzaine d'années, j'allais régulièrement dans un même petit village, enfin un hameau même, dans la Touraine du Sud, vers la Brenne, mais même pas en 15 ans, en 3-4 ans. Tous les champs ont été remembrés, toutes les haies ont été supprimées, tous les fossés ont été comblés. C'est des jeunes gars de 30 balais qui succèdent à leur père, qui disent nos pères étaient idiots. Alors je me dis, ouf, ils vont faire du bio. Pas du tout. Ils étaient idiots, ils n'ont pas su qu'il fallait remembrer pour avoir des gros tracteurs beaucoup plus gros. Le gars, il gère 450 hectares de maïs. Il est branché sur la bourse de Chicago. Et vous arrivez, vous dites, vous savez, je vous ai vu casser une haie. La haie, c'est un véritable garde-manger pour les oiseaux, ça provoque toute une chaîne alimentaire. Le mec, il en a rien à foutre. Il va acheter sa bouffe chez Picard. On va prendre une dernière question dans l'Assemblée de notre président Trépigne pour poser sa question. Et il a bien raison. Ce sera donc la dernière question. J'essaye d'être discret, mais en fait, ça va pas du tout être une question. J'ai loupé l'entrée, j'en suis navré. J'avais eu un imprévu qui m'a pas permis d'être parmi vous. Moi, ce que je voulais déjà vous dire, c'est vous remercier tous les quatre de votre... les titres, hein, c'est super, militant et engagé, donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et rappeler que notre institution ordinale, qui peut paraître poussiéreuse pour certains, c'est aussi entendre et essayer d'accompagner nos confrères pour traiter les choses différemment. Et un sujet qui nous tenait à cœur, hein, bien sûr, ce cycle de conférences sur Habiter pour exister, mais également ce qu'a pu nous démontrer Amélie, que les architectes ne sont pas que dans la théorie, savent évidemment mettre en pratique un certain nombre de choses, et les choses les plus audacieuses, parce que ce qu'il faut dire dans tout ce sujet, c'est qu'Amélie a réussi à transformer cet espace, à faire régulariser des sujets, et ça en toute légalité. Donc en tant que président de l'ordre, j'en suis plutôt hyper fier. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire après cette soirée qui pourrait être très chaude, on va déjà se rafraîchir, et puis peut-être continuer à débattre autour d'un verre dans l'entrée, si vous le voulez bien. Et en tout cas, un grand merci. Voilà, c'est absolument pas moi qui ai régularisé quoi que ce... Enfin, en tout cas, c'est une vraie grosse aventure collective, c'est 20 personnes, enfin voilà. Non,
sois pas si modeste, c'est pas toi, mais je pense que sans ton implication, les choses auraient pu partir un petit peu à tout volo. Donc ça a été, je pense, quelque chose d'assez complexe, et tu as réussi à trouver les clés. Et ça, c'était pas simple, et encore une fois, un grand bravo pour tous ceux que tu as aidés, mais également pour toute cette évolution de société qui serait probablement très souhaitable, voire même nécessaire. Je peux juste rajouter une petite chose, mais vraiment rien, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'architectes qui vivent à la ZAD. Je vais venir là, tu vois. Il y en a beaucoup. Je ne dirais pas qui. Non, moi, je voudrais juste sur engager. Moi, personnellement, je préfère dégager. Non, je veux dire, je veux pas dire que je dégage. Je veux dire que c'est un texte très beau d'André Breton, que vous trouverez sur Internet. Il est invité par Sartre à faire un topo quand Sartre crée son parti politique, le Parti révolutionnaire démocratique. Il fait un meeting à la Mutualité, et puis il invite André Breton. On est après la guerre. Et Breton n'a pas la cote parce qu'il est anti-stalinien. Et donc, à ce moment-là, le public, il ne peut pas parler. Et Sartre est vachement emmerdé. Il dit à Breton, envoyez-moi votre texte, on le publiera dans les temps modernes. Et il l'envoie au temps moderne, mais le temps moderne, à l'époque, c'est une direction tournante. C'est Maurice Merleau-Ponty qui dirige la revue, et qui lit le texte et qui dit non, ça nous fâcherait avec les communistes, on ne le publie pas. André Breton le publie dans une revue surréaliste, et cet article qui s'appelle donc... Alors évidemment, c'est un peu une critique de Sartre, indirectement. Sartre venait de publier son livre sur la littérature engagée, et André Breton explique que le rôle de l'artiste et de l'intellectuel, c'est d'être dégagé de toute interférence politique, ou politicienne plutôt. Et il dit cette chose que je trouve très belle, il dit « L'intellectuel et le créateur, l'artiste, est le gardien du vocabulaire ». Alors on a un nouveau verbe à chérir qui est « zader ».